Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Allo Radio Imo, une émission qui a lieu chaque semaine sur Radio Imo. Merci d'être avec nous. Pour rappel, cette émission répond à vos questions. Je reçois chaque semaine 2 experts, 2 intervenants avec moi en plateau. Aujourd'hui, nous allons parler co-living, puisque c'est un véritable phénomène. Alors, c'était un phénomène de mode, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Et puis là, il s'installe véritablement, ce phénomène. Donc, ce n'est même plus une mode. Plus 1100% d'investissement dans les murs en seulement 2 ans. Donc voilà, on va en parler, en discuter avec mes 2 invités aujourd'hui. Pauline Attali, bonjour. Bonjour. Directrice pôle résidentiel chez Batipart. Dans quelques instants, vous allez nous présenter Batipart. Et puis Maxime Armand, bonjour. Bonjour. Cofondateur et COO d'Urban Campus. Pareil, dans quelques instants, juste après Pauline, vous nous présenterez Urban Campus. On commence avec Batipart. Qu'est-ce que Batipart ? Que fait Batipart ? Alors Batipart, c'est un acteur reconnu en immobilier, à la fois sur des thématiques de développement, mais également d'investissement et d'asset management. C'est une entreprise familiale qui a été créée à la fin des années 90 et qui est toujours familiale aujourd'hui, ce qui nous confère une grande agilité et à la fois une grande stabilité. Et nous intervenons sur plusieurs pays d'Europe grâce à nos plateformes, à 5 plateformes d'investissement qui sont en France, en Italie, en Espagne et au Luxembourg. Et en termes de classe d'actifs, on se positionne sur du bureau en région, du commerce, mais également du loisir et évidemment sur le résidentiel et notamment le co-living. Alors juste quand vous dites loisir, c'est quoi exactement ? Alors loisir, c'est notamment, on a des murs de Club Med par exemple. D'accord. Et de Pierre et Vacances. D'accord. Bon, on va en parler dans quelques instants. Maxime Armand, du coup, Urban Campus, qu'est-ce que c'est ? Donc nous, Urban Campus, on est concepteur et gestionnaire d'immobilier résidentiel géré et notamment de co-living. Et donc concrètement, on gère des immeubles entiers dans lesquels les locataires ont un appartement qui peut être meublé ou non, enfin prendre des différentes formes, on pourra revenir un peu dessus, et ont accès à un ensemble d'espaces communs dans lesquels ils peuvent se retrouver autour d'activités qui sont organisées soit par nous, soit directement par eux. Et nous, on gère l'ensemble de la vie dans cette résidence et on travaille avec les investisseurs sur ces projets. Alors justement, on va définir ce qu'est le co-living parce qu'on a des auditeurs qui nous demandent encore qu'est-ce que le co-living ? Alors est-ce que l'un d'entre vous peut-être peut répondre à ces questions ? En quoi ça consiste ? Alors c'est né aux États-Unis. C'est ça. Alors le co-living, donc on dit souvent que c'est né aux États-Unis. C'est ça. C'est une nouvelle manière en fait d'habiter ensemble dans la ville. C'est une évolution de plusieurs modes de vie. On va dire une évolution de la colocation, une évolution aussi de la résidence étudiante, mais pas pour les étudiants. Et concrètement, c'est le fait d'avoir son espace de vie à soi. Je le disais dans un immeuble entier, mais de partager aussi un ensemble d'espaces autres qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être salle de travail, espace multifonction, salle de fitness, avec l'ensemble des locataires et du coup de vouloir vivre de manière plus collective que ce qu'on fait traditionnellement. Donc ensemble, mais quand même garder son petit espace perso. Exactement, c'est ça. Alors Pauline, pourquoi les investisseurs comme vous, comme Batipart, se sont intéressés au co-living ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avoir voulu se diversifier en se tournant vers le co-living ? Alors, nous, en fait, on a mené une réflexion stratégique post-Covid avec une réorientation de la stratégie d'investissement et le positionnement sur des classes d'actifs qu'on peut dire alternatives, entre guillemets. Et on a voulu, en fait, se positionner sur le résidentiel parce que le résidentiel, c'est une classe d'actifs qui est très résiliente et qui, lors des crises, l'a prouvé à de maintes reprises. Néanmoins, le résidentiel très corps, c'est
pas rentable. Enfin, c'est pas rentable. Ça a des rendements très bas. Et nous, on cherche des rendements plus élevés. Et c'est pour ça que on a décidé de regarder ce qui se faisait en résidence gérée. Et le co-living, en fait, c'est une classe d'actifs, comme vous l'avez très bien dit en introduction, qui est vraiment booming parce que ça répond à énormément de problématiques actuellement sur les jeunes qui sont isolés, qui ont très peu d'espace extérieur, notamment dans les grandes villes. Et en fait, le co-living apporte une réponse à cela. Et on y reviendra, mais sur le partenariat en plus que nous on a mis en place avec Urban Campus, ça nous permet en fait d'être directement en fait impliqués dans la gestion et pas juste d'avoir un bail commercial triple net où en fait on s'occupe pas quasiment entre guillemets de l'actif pendant 12 ans. Oui, alors c'est vrai, vous parliez des classes d'actifs. Certaines ne se sont pas montrées très résilientes pendant la crise sanitaire, notamment les bureaux, les loisirs, j'imagine. Quand vous parlez de rendement, de bons rendements concernant le co-living, est-ce que vous avez une fourchette à nous donner concernant ces rendements en termes de pourcentage ? Alors, c'est compliqué parce que le rendement tel qu'on l'entend, c'est en général quand on parle de bureau, on parle de rendement, mais sur du loyer qui est quasiment triple net. Là, sur du co-living, et d'autant plus nous, parce que on est bailleur, nous, directement, en fait, via le partenariat avec Urban Campus, mais en fait, on est bailleur des co-livers, des locataires de nos résidences. On a en fait un vrai PNL d'exploitation, donc c'est pas le rendement nous qu'on cherche, ça va être un rendement net vraiment de tout pour nous qui doit être ce qui reste à la fin au final. Exactement, mais donc ça doit être on va dire de l'ordre 4,5-5% vraiment minimum. D'accord. Donc voilà. Oui, un beau rendement, surtout en cette période. Maxime, alors comment s'est passé ce partenariat avec Batipart ? Comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui a déclenché en fait ce partenariat ? Vous connaissiez ou pas ? Alors, on se connaissait indirectement, alors via surtout John, notre cofondateur et CEO. Et en fait, chez Urban Campus, on a l'habitude de travailler avec promoteurs, investisseurs très en amont sur les projets. Et donc en amont, c'est dès la phase avant la phase de construction. Exactement, dès la phase vraiment de sourcing, quand on cherche des opportunités immobilières. Et donc, ce qu'on aime faire, c'est créer des partenariats qui soient à long terme, où on se connaît bien, comme on peut le faire aujourd'hui avec Batipart, où on va connaître quels sont les critères d'investissement, par exemple, de Batipart, quelles sont les géographies, les taux de rendement attendus, etc. Et on va pouvoir travailler ensemble, donc je disais, dès la phase d'acquisition, mais aussi pendant la phase de construction, et puis ensuite, évidemment, pendant la phase de gestion. Et donc chez Urban Campus, ce qu'on aime bien, c'est vraiment ces partenariats construits et long terme, et c'est ce qu'on a fait et mis en place avec Batipart. Donc nous, en fait, on accompagne finalement à notre échelle la stratégie d'investissement résidentiel de Batipart en France et en Espagne, mais on le fait aussi avec d'autres investisseurs. On n'est pas exclusif, on le fait avec d'autres investisseurs en France et en Espagne, et avec toutes sortes de constructeurs, promoteurs. Sur ces deux pays. Donc ensemble, vous avez des projets donc en France et en Espagne, les deux. Pourquoi l'Espagne ? Alors, nous, en tout cas, l'Espagne, je vais expliquer de point de vue Batipart, en tout cas. Alors, nous, en Espagne, on a une équipe d'investissement qui est structurée. On a plusieurs actifs. Hors co-living, on avait déjà plusieurs actifs et on a une équipe investissement et asset management. Enfin, on a une équipe complète qui est très implantée là-bas. Et d'un point de vue marché, le marché est, on va dire, plus facile, entre guillemets. Peut-être que Maxime ne sera pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est moins dry qu'en France. Et à Madrid, on peut encore avoir des rendements un peu plus élevés qu'en France. Exactement, en tout cas, en plein cœur de Madrid. Alors qu'à Paris, c'est plus compliqué. Également, pour ce qui est autorisation administrative, etc., il y a moins de contraintes qui pèsent sur c'est plus souple en Espagne. Exactement. Pour les investisseurs. Maxime, est-ce que vous voulez rebondir peut-être ? Oui, alors pour nous, l'Espagne, c'était déjà l'ambition de la société, l'ambition d'Urban Campus, c'est d'être européen. Donc quand on avait créé la société... parce que ça a été créé en 2016, c'est ça ? Exactement. Et en 2017 déjà, vous vous intéressiez au co-living. Dès le début, c'était le but de la création. Et dès 2017, on commençait aussi à s'intéresser à l'Espagne. Ouais. On a ouvert nos premiers immeubles là-bas en 2017 d'ailleurs. Et donc on avait vraiment cette ambition de construire
construire on va dire un réseau européen. L'Espagne est un pays qui s'y prêtait bien pour les raisons que donnait Pauline, mais aussi parce qu'en termes de mode de vie, ça correspond à une vraie demande. Le co-living, en tout cas, répond à une vraie demande là-bas. Le fait de vraiment vivre ensemble, c'est particulièrement présent en Espagne, en France aussi, d'une autre manière. Mais c'est ça qui nous intéressait. Vous disiez tout à l'heure, le co-living, ça vient des États-Unis. C'est vrai, le terme d'ailleurs le dit, mais sur des manières de vivre qui sont très différentes. Aux États-Unis, c'est très luxe, c'est très serviciel. Uniquement, alors que ce qu'on développe nous en Europe est beaucoup plus communauté, beaucoup plus vivre ensemble. Il y a du service aussi, mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des chefs, par exemple cuisiniers, qui sont dans des parties communes, qui font des repas aux habitants. C'est vrai qu'il y a des résidences qui sont vraiment très luxueuses en tout cas. Ouais, avec des espaces communs qui sont vraiment le spa, qui sont très, très luxe, alors que nous, on va chercher à créer, c'est un produit résidentiel qui veut être, on va dire, mass market, quoi, qui n'a pas vocation à être uniquement niche pour des riches ou pour du luxe. Et donc, faut trouver l'équilibre qui va bien. Alors justement, la demande a explosé, vous le disiez tout à l'heure, depuis les confinements. Il y a une prise de conscience, j'imagine, qui s'est opérée chez les Français et aussi donc, chez les Espagnols, avec ce besoin de vivre ensemble, de ne pas se retrouver tout seul pour faire la cuisine, faire du sport, de se retrouver ensemble. Et c'est vrai que c'est important. Qu'en est-il justement des personnes, des habitants de ces résidences? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la moyenne d'âge? On parle beaucoup de jeunes actifs, mais on dit que ça commence à s'étendre, qu'il y a de plus en plus de profils variés qui veulent vivre en co-living. Oui. Alors le profil type qui vit chez nous, c'est une personne seule ou en couple. On a beaucoup de couples, on a à peu près un quart de couples. Ça, c'est nouveau, non? Ça a augmenté beaucoup, qui a en moyenne d'âge autour de 32 ans. Il y a beaucoup d'internationaux, en tout cas ce qu'on observe par exemple à Madrid. On a à peu près 50% d'internationaux. Et c'est des actifs uniquement. Donc on n'est pas sur une population, on va dire, plutôt plus étudiante et plus jeune. C'est vraiment des gens qui ont cette envie on le disait encore une fois, d'avoir leur espace à eux. Et donc, ils ont vraiment un appartement meublé dans lequel ils peuvent s'isoler. Mais ils sont à une poignée de porte de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même étape de vie qu'eux, en fait. Donc, c'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui vont en avoir probablement, je leur souhaite. Et donc, la moyenne d'âge, c'est 32 ans, mais on a des gens on a jusqu'à 50 ans. D'accord. Et justement, là, quand on parle de ces personnes, elles restent combien de temps en moyenne dans un hébergement Elles restent en moyenne autour de 1 an. D'accord. Donc on n'est vraiment pas sur de l'hôtellerie, on ne sait pas au jour le jour, d'ailleurs on n'accepte pas ça. Non, mais c'est quand même des courtes durées. 1 an, c'est en moyenne. En moyenne, c'est 1 an. Ouais. Donc, on a des personnes qui restent moins, évidemment, et on a des personnes qui sont là depuis les premières ouvertures qu'on a faites, donc depuis 3-4 ans. D'accord. Pauline, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous pensez de justement ces périodes? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'est inquiétant, ça peut être inquiétant de voir pas mal de turnover? Alors non, puisque de toute façon en France, alors là on est en Espagne, mais les baux résidentiels de toute façon confèrent, quoi qu'il en soit, une possibilité de sortir avec un préavis d'1 mois. Donc de toute façon, ça c'est un risque qui est inhérent au résidentiel. Et d'autant plus que là, sur Urban Campus, on est très satisfait sur les taux d'occupation des résidences que nous avons. Et c'est encore marqué par la future ouverture que nous avons dans les jours qui viennent, avec un taux, Maxime confirmera, mais un taux de précommercialisation qui est à 100%. Déjà avant l'ouverture. Déjà avant l'ouverture, malgré, avec des potentielles personnes qui sont sur liste d'attente au cas où il y aurait des libérations. Donc non, pour nous c'est un risque hyper rassurant. Exactement, c'est un risque qui a été qui est très bien rémunéré sur les résidences. Et en tant qu'investisseur, est-ce que vous voyez cette classe d'actifs sur le long terme, ou est-ce que vous pensez que ça va finir par s'essouffler ?
Alors non, nous on le voit vraiment sur le long terme, d'autant plus que les drivers de pourquoi les gens vivent en co-living, en fait ils sont là pour durer. Il y a de plus en plus de ménages à une personne, enfin de foyers avec une seule personne dedans. Les études sont de plus en plus longues, les gens font de plus en plus de VIE ou de choses comme ça. Et donc pour nous, ces tendances sont des tendances de fond, c'est pas juste un pic post-Covid avec les gens. C'est une évolution de la société. Exactement. Et ça, c'est sur les drivers. Et ensuite, sur le secteur est en train de se structurer de plus en plus. Et ce qui fait qu'il va y avoir là où avant, c'était des volumes qui étaient un peu plus petits, peut-être pour attirer des plus gros investisseurs institutionnels, on va pouvoir structurer de vrais portefeuilles pour un horizon de sortie. Et donc, faire réinvestir, céder, réinvestir. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment sur le long terme. Alors, cette classe d'actifs représente désormais 42% des investissements réalisés en immobilier résidentiel géré. Alors, on voit fleurir aussi du co-living un peu partout. Il y en a des très bons, comme Urban Campus, très bien gérés. Mais parfois, il y en a, on se dit, c'est un peu bizarre. Enfin, on n'investirait pas dedans. Vous constatez ça aussi ? Alors, le secteur, il est aujourd'hui encore un petit peu éclaté, parce qu'il y a, par exemple, il y a des tout petits opérateurs qui font des maisons, qui vont acheter une maison, la diviser. Il y a beaucoup de diffus, et c'est aussi pour ça nous qu'on est avec Urban Campus, c'est on fait vraiment un bâtiment qui est dédié entièrement au co-living avec le socle de service et d'ailleurs je dis le socle, c'est pas forcément au rez-de-chaussée, ça peut être ailleurs, mais un socle de service où qu'il soit et les appartements. Alors un petit focus peut-être sur comment ça se passe. Alors déjà pour la conception, c'est la première phase, ou même la première phase c'est trouver le bâtiment. Comment vous fonctionnez du coup ? Quelles sont les choses à prendre en compte ? Oui, alors on travaille beaucoup avec, je le disais, promoteurs, brokers, etc. Donc on cherche des actifs, on a des promoteurs qui nous amènent aussi des opportunités qu'on étudie. Donc on a des équipes qui s'occupent de faire un modèle financier, de s'assurer que ça a du sens. Ça n'a pas du sens partout. Bien sûr, j'imagine. Clair. Et quand ça a du sens, on va le présenter à des partenaires investisseurs. Et ensuite, on travaille le produit dans ses composantes, on va dire, architecturales. Donc ça, c'est la deuxième phase, la phase de conception, qui est extrêmement intéressante aussi parce que en France, on a historiquement, on travaille beaucoup sur de l'immobilier vendu à la découpe dans le résidentiel. Et donc, dans cette manière de concevoir le résidentiel, l'espace, chaque mètre carré est vendu le même prix, que ce soit un couloir, une circulation ou un bout de salon. Alors que pour nous, qui gérons sur du long terme, notre objectif, c'est de faire en sorte que le locataire soit le mieux possible, reste le plus longtemps possible, et donc que chaque mètre carré soit utile. Donc nos architectes, leur job, c'est ça, c'est de faire en sorte de faire en sorte que l'expérience soit la meilleure pour le locataire, dans ses parties privatives, dans les parties communes, et de trouver l'équilibre aussi économique qui fonctionne bien et sûr. Qui offre la performance financière qui va bien correspondre aux propriétaires. Donc l'équilibre entre la qualité d'usage et le rendement. Exactement. Du coup, est-ce que j'imagine que ça vous plaît du coup d'entendre ce discours, mettre le bien-être de l'occupant en premier objectif, c'est... Ah oui, c'est important puisque un occupant qui est bien, ça veut dire qu'il restera plus longtemps. Oui, en plus. Mais c'est surtout aussi ce sur quoi on travaille beaucoup et qui est très important, c'est en effet, on essaye nous d'entrer très en amont sur les phases, que ce soit sur des immeubles, parce qu'on travaille sur des immeubles neufs en VFA, donc d'essayer d'entrer en fait en amont même du dépôt de PC afin d'étudier au mieux avec le promoteur. Le PC, c'est permis de construire pour les auditeurs qui ne connaissent d'entrer en amont du dépôt du permis de construire afin de définir en fait vraiment la granulométrie qui correspond le mieux aux utilisateurs. Et on travaille également sur des immeubles en restructuration, c'est ce qu'on fait, enfin restructuration ou rénovation. C'est ce qu'on fait par exemple à Madrid où on achète des immeubles qui sont existants. Et ce qui est
aussi très important pour nous, c'est que au-delà mettre le bien-être évidemment de l'utilisateur, mais c'est d'avoir des immeubles qui peuvent être ensuite reconvertis en résidentiel facilement. Donc c'est pour ça que la phase de conception, elle est vraiment hyper importante. Et alors quand vous parlez du coup de rénovation ou de construction, quelle est la part du neuf versus la part de bâtiments que vous achetez déjà construits, que vous rénovez, quelle est cette part ? Alors de notre côté, c'est à peu près 50-50. D'accord. Parce que on connaît on travaille autant sur pas dans les mêmes zones géographiques, on va dire. Ouais. Oui, en Île-de-France, évidemment, c'est principalement c'est beaucoup de neuf. D'accord. Parce que c'est impossible de trouver des immeubles complets à rénover. Puisque tout est fragmenté, on va dire. Okay. Alors que, comme on le disait tout à l'heure, à Madrid, on arrive encore à trouver des immeubles comme ça. Là, on va ouvrir en tout début d'année à Lille, sur une rénovation d'un immeuble entier, résidentiel. Avec Batipar à Lille, on a travaillé aussi sur un immeuble neuf. Donc voilà, on a les deux et c'est à peu près 50-50. Mais c'est facile d'obtenir les permis de construire, parce qu'on connaît les difficultés qu'il y a en ce moment pour les promoteurs, pour les professionnels de l'immobilier en général, avec les maires qui freinent, la loi aussi qui les freine. Tout dépend aussi des maires, des volontés politiques. Donc ça rentre en compte aussi. Bien sûr, on a des villes qui sont très en demande justement de formats type co-living, résidentiel géré, parce que ça va apporter un dynamisme à la région, et d'autres qui en ont peur aussi parfois pour les mauvaises raisons, parce qu'ils associent ça à justement de la résidence étudiante ou à d'autres types de formats. Ça dépend de la volonté du maire. Alors après, quand on parle de commercialisation, puisque c'est l'étape d'après, comment ça se passe ? Comment vous gérez, comment Urban Campus gère la commercialisation d'un bien ? Alors, on le gère 100% en ligne, déjà. Donc, aujourd'hui, un locataire chez nous peut faire l'intégralité de son processus de location. Donc il se rend sur votre site internet. En ligne. Il va sur notre site internet, oui. Et il va pouvoir signer son bail, payer son dépôt de garantie, etc. Tout ça en quelques minutes. D'accord. Ce qui change de ce qu'on connaît traditionnellement. C'est vrai. Et puis j'imagine c'est des jeunes actifs, donc ils ont une vie à 1000 à l'heure. Forcément, ça aide aussi. Et ils peuvent faire aussi toute leur visite en ligne sans avoir à se déplacer. Ce qui fonctionne très bien, en fait, on a fait vraiment un virage pendant le Covid. Avant le Covid, on faisait beaucoup de visites sur site, et pendant le Covid, comme on pouvait plus, on a fait ce virage-là, et en fait, on s'est rendu compte que les gens, les locataires, adoraient cette manière de faire, et que ça se louait aussi vite. Et donc, on parlait tout à l'heure de la résidence de Madrid qu'on va ouvrir la semaine prochaine, enfin dans quelques semaines. Qui est déjà full, du coup. Et qui est déjà full, à 100% visite virtuelle. Et est-ce qu'il y en a qui demandent parfois des vraies visites ou pas ? Il y en a qui demandent, mais aujourd'hui, on le fait quasiment plus. D'accord. Donc vous leur répondez non. Non. Ouais. Oui, en même temps, si vous vendez, si vous réussissez à à trouver des locataires sans visite, c'est vrai que pourquoi en faire alors que tout est déjà On en fait vendu. Ponctuellement, mais on essaie au maximum de éviter. Alors ensuite, en ce qui concerne la gestion locative, comment ça se passe ? Alors, donc, on gère vraiment l'ensemble de la résidence pour le compte de son propriétaire. Donc, que ça aille de la collecte des loyers, la maintenance, le reporting, qui peut être, quand on travaille avec des investisseurs institutionnels, assez important. Et y compris tout un volet d'animation de la résidence, c'est le fameux volet de communauté. Et donc là, notre objectif, c'est vraiment de créer du lien entre les locataires, donc de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les intéresse. Et on va organiser, nous, toute une série d'événements, d'activités qui peuvent être des conférences, des concerts, des dîners, toutes sortes de choses. Et on aide aussi beaucoup les locataires à organiser leurs propres activités. Leurs activités dans leur communauté. Exactement. Et alors, vous m'aviez dit que vous aviez organisé un événement par jour à Madrid l'année dernière. C'est ça. En moyenne, l'année dernière, il y avait une activité par jour. C'est génial. C'est génial. En tout cas, c'est ce qui plaît le plus aux locataires. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que les locataires
nous choisissaient pas forcément pour cet aspect communauté, plutôt pour le côté pratique, justement. Je peux réserver en ligne, c'est tout inclus, etc. Mais qu'ensuite, la raison pour laquelle ils restent, c'est vraiment ce réseau qu'ils arrivent à se créer, ces amis, ces couples. Parfois, on a des histoires incroyables, justement, comme ça, de relations qui se créent dans nos résidences. Et ça donne naissance parfois à des couples, parfois à des entreprises, parfois des projets associatifs. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui naissent de ces rencontres. C'est intéressant. Du coup, l'animation ne joue pas forcément, n'attire pas forcément le client, mais le fait rester en tout cas. C'est ça. Ça fait partie des aspects intéressants qui l'attire vers le co-living, mais c'est pas la raison numéro 1. D'accord. Pauline, peut-être un petit mot donc sur les prochains projets. Les projets à venir. Donc dans quelques jours, une résidence à Madrid. Y en a-t-il d'autres ? Alors en Espagne, on a plusieurs projets, d'autres projets à Madrid, à Barcelone et à Valence. Donc pas mal de projets en Espagne. On est très contents. Et en France, on a une VFA à Villeneuve-d'Ascq, donc à 15 minutes à peine de la gare de Lille, de la gare TGV de Lille, qui est développée et qui va ouvrir dans 2025. Et l'idée, c'est de déployer, d'essayer de déployer encore plus sur les mois qui viennent et sur 2023, et on est persuadé qu'il devrait y avoir des opportunités même avec les conditions de marché actuelles. Alors c'est vrai que la métropole lilloise a le vent en poupe depuis quelques mois. Nous on reçoit pas mal d'investisseurs autres, mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux nous parlent de la métropole lilloise. Donc jusqu'à quand ce sera possible d'investir, ce sera intéressant d'investir dans la métropole lilloise ? Alors ça c'est compliqué à dire. En tout cas c'est le moment. Alors en termes de taux, c'est déjà des taux qui sont assez, qui ont déjà bien baissé par rapport si on compare à d'autres villes de région. Néanmoins, pour nous c'est intéressant. Enfin, c'est une ville qui est très dynamique parce qu'il y a beaucoup d'écoles et il y a encore un bassin d'emploi qui est assez important. Donc pour nous, à Lille, il y a encore de la place, en tout cas. Maxime, peut-être un petit mot, vous, sur votre prochain projet à Saint-Louis, à côté de Bâle. Qu'est-ce que ce sera ? Alors, c'est un projet donc multifamilial. Donc, c'est pas du co-living, vraiment. C'est pas à destination de jeunes actifs. C'est à destination de familles. On reprend en fait les codes du co-living, mais on les applique à un autre typologie de locataires. Donc concrètement, dans cet immeuble-là à Saint-Louis, qui est donc à la frontière franco-suisse-allemande, on a un immeuble avec des appartements qui vont être meublés ou non, du T1 au T4, alors qu'en général, dans le co-living, c'est plutôt des petites surfaces, et avec toujours cette composante de services, d'espaces communs, de communauté, mais donc à destination de famille. Et en réalité, pourquoi on va dans cette direction-là ? C'est que notre conviction, c'est que le co-living marque une nouvelle manière, je le disais, de vivre ensemble, mais c'est pas le seul besoin des jeunes actifs. C'est un besoin qui aujourd'hui est partagé par la majorité de la population, en particulier depuis le Covid, où on s'est tous rendu compte que vivre tout seul, c'était difficile, que faire toutes les activités du monde chez soi, son sport dans le salon, etc., c'était compliqué. Et donc, si on peut rebattre un peu les cartes et vivre dans ce genre de résidence, c'est top. Et quand vous dites famille, c'est des familles monoparentales ou pas forcément. Non, pas du tout. Des familles. D'accord, qui ont besoin d'être avec d'autres familles. Avec d'autres familles. Alors, quand je dis T1 au T4, ça va pas être que des familles. Oui. Disons que c'est un format qui est plus adapté ouvert, en tout cas aux familles, puisque c'est plus grand, donc ça permet d'avoir des enfants avec nous. Exactement. Et du coup, avec aussi des espaces communs et des services qui vont s'adapter à ça. Des espaces communs pour justement à destination des enfants, alors que dans le co-living, il n'y en a pas du tout. Oui, prendre en considération les enfants. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci d'être venue sur le plateau. Merci à Pauline Attali. Je rappelle que vous êtes directrice pôle résidentiel chez Batipart. Merci Maxime Armand, cofondateur et CEO d'Urban Campus. Merci. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site internet et tous les agrégateurs de podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Allo Radio Imo. Allo Radio Imo,
Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.